Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Mathieu Blanchin et nous parlerons d'expériences aux frontières de la mort de NDE. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Mathieu Blanchin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Mathieu Blanchin, vous êtes auteur d'une bande dessinée « Quand vous pensiez que j'étais mort » dans laquelle vous racontez votre expérience. En 2002, vous passez 10 jours dans le coma. Vous avez vécu une NDE, une expérience de mort imminente. Dans quelles circonstances avez-vous vécu cette expérience ? En fait, ce qui s'est passé un samedi matin, tranquillement, un week-end qui démarrait à la maison, week-end où on s'apprêtait à fêter les 2 ans de notre fille Jeanne. J'ai été assailli de maux de tête de plus en plus forts, de plus en plus brutaux. Et en fait, il a fallu presque 2 jours à l'hôpital de Montreuil pour commencer à penser que ça pouvait venir de la tête. Oui. Donc les circonstances, et en fait ce qui a produit ce saignement que j'ignorais, c'est une tumeur dont j'ignorais aussi la présence, et qui était là depuis quelques mois sans doute, et qui ce jour-là s'est mise à saigner. Et l'hémorragie a gagné à tel point que ça m'a, au bout de presque 2 jours, ça m'a amené à commencer une agonie. Et il y a eu une suite, j'ai vécu une suite d'erreurs médicales qui m'ont donc finalement contribué à m'amener au coma. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous êtes tombé dans le coma, mais qu'est-ce que vous avez vécu ? Comment ça s'est déroulé ? Alors, c'est important par exemple que là, je vous suggère de vous mettre à ma place au moment où je me réveille du coma. Ou plutôt, je vais vous dire comment je me sentais. C'est-à-dire que moi, j'ouvre les yeux, ça prend des heures, des jours. J'entrouvre les yeux et je découvre ce qui ressemble à une chambre d'hôpital. Mais je ne sais absolument pas ce qui vient de m'arriver. Au sens, j'ai aucun recul. Ce qui vient de m'arriver moi, par exemple, c'est des souvenirs de très 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 clairs, très intenses, que ma fille s'est fait enlever, que j'ai dû traiter moi-même avec les ravisseurs, que les policiers m'ont emmené sur les lieux de son enlèvement. En même temps, je descends d'une montagne, que je viens d'avoir une vision dans un monde où j'ai voyagé, qui ressemble au monde des montagnes rocheuses, à une certaine distance d'un camp amérindien, Algonquin. En fait, j'ai mis des années à déplier et à comprendre ce qui s'était passé. C'est une intrication d'expérience. C'est-à-dire que j'ai pu discerner au fil du temps 4 niveaux principaux d'expérience, parce que j'étais très confus. J'avais vécu effectivement des choses qui se situaient à des niveaux différents de conscience, que je peux décrire assez simplement. Finalement, ce qui couronne l'expérience, c'est une extase, pendant laquelle, après m'être retourné comme un gant en quittant mon corps, j'ai reçu un enseignement spirituel. D'accord. Dans un bien-être extraordinaire. Mais ça, c'est le couronnement. Après, à l'intérieur de ça, il y a des rêves, des cauchemars. Donc ça, c'est une strate onirique il y a des rêves extrêmement prégnants, extrêmement intenses. Également, il y a une strate avec des perceptions du monde extérieur, très claires, de mon environnement à l'hôpital et même en dehors de ma chambre. C'est-à-dire des sensations très vives de la continuité de la vie. J'ai senti une continuité de la vie émotionnelle et sensorielle pendant le coma, quitte à avoir même une extension sensorielle, à pouvoir voir et discerner des choses qui se situaient en dehors de ma chambre d'hôpital. Et il y a une strate proprement dit des rêves prémonitoires, que j'appelais moi au départ des voyages. Puis un jour, par exemple, j'ai clairement identifié dans une vision, notamment celle que j'appelais au départ un voyage. Je
suis allé en Australie, au Canada. Et là, j'ai vécu des choses avec une acuité qui est souvent présente dans les récits d'expériences de mort imminente, c'est-à-dire une hyper-réalité. Oui, voilà. J'ai recoupé avec des personnes qui, pendant que moi j'étais dans le coma, étaient moins dans le coma que moi, si on peut dire. Ils étaient sur Terre et ils continuaient à vivre leur vie. Alors vous disiez il y a quelques instants que vous avez quitté votre corps. Alors vous avez pris conscience que vous sortiez de votre corps. Comment ça s'est déroulé? Alors, en me réveillant du coma, dans les jours qu'on suivit, j'avais comme des flashs de ce qui venait de m'arriver. C'était par bribes. Mais à l'intérieur de ces flashs, il y avait des séquences quand même qui étaient... et heureusement qu'un médecin m'a conseillé de tout écrire, parce que c'est avec ces carnets que j'ai tenus en 2002-2003 que j'ai pu aussi recommencer à en faire un livre, à faire une bande dessinée. Et ben, dans ces flashs, il y avait, par exemple, à un moment donné, je sens que je souffre tellement, parce que je percevais beaucoup de choses, notamment... là, j'ai envie de glisser une anecdote qui est très forte, qui est significative, de l'entremêlement justement de ces expériences. Donc, je vais sauver ma fille. Je suis accompagné par des policiers qui me disent: vous avez de la chance, le ravisseur, il veut traiter avec vous. Et vraisemblablement, votre fille est encore indemne. Là, dans des combles d'un grenier étouffant, dans le 16e arrondissement, je rencontre un homme qui me plaque au sol, qui me pointe son pistolet en l'enfonçant extrêmement fort dans le pli de laine à droite. C'est une douleur intense, terrible. Hop, à ce moment-là, j'ai un autre flash. Et je vois deux infirmiers qui sont au-dessus d'un brancard. Sur le brancard, il y a mon corps. Et là, j'entends la conversation des deux infirmiers. L'homme qui dit à la femme: pourquoi tu le tiens comme ça? Il peut pas bouger, il est dans le coma. Elle dit, et là elle répond: mais moi je te dis qu'il a bougé. Je te dis qu'il a bougé. Mais il peut pas bouger. Non seulement il est dans le coma, mais en plus il a des doses de sédatifs. Il y a de quoi coucher un éléphant. Et ben moi je peux vous dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit: regarde, je rentre la sonde dans l'aine. Comme ça, on va aller filmer ce qui se passe dans la tumeur, puisqu'il y a tellement de sang qu'on voit rien avec les autres examens. Donc, on fait une radioscopie, je crois que c'est ça. Oui. Il rentre la caméra sonde. Et là, moi, je sens. Et mon inconscient, comme il ne sait pas ce qui se passe, il n'a pas de discernement. Il y a un système, vous savez, à ce moment-là, c'est comme sous la torture, on disjoncte. Il habille quand même, il peut pas supporter, c'est comme chez un enfant qui subit quelque chose qui est absurde. L'inconscient qui continue à fonctionner dans une certaine mesure, il est obligé il cherche à tout prix du sens. Donc j'ai déversé un cauchemar à ce moment-là où le ravisseur de ma fille m'enfonce un pistolet dans l'aine et je sens qu'effectivement ça me provoque une douleur terrible. Et à ce moment-là, bon, je disjoncte, je pars dans différents voyages. C'est très important aussi que je vous dise 10 jours de coma. Pour moi, c'était quand j'essaie de trouver un équivalent de la somme de souvenirs avec lesquels je me suis réveillé. Je venais de vivre 3 ou 4 ans de voyage dans tous les sens. Voilà. Et là, dans ces voyages, à ce moment-là, il y a un moment où je dis: ok, je me barre. C'est trop douloureux, c'est trop horrible. Et je me sens à ce moment-là m'élever dans un cylindre de lumière. Et là, c'est justement la phase où il va y avoir cette extension de mes sensations, de mon corps. J'ai l'impression de faire des milliers de kilomètres carrés, d'être aussi doux et aussi vaste qu'un nuage. Et là, je m'étire vers le ciel. Là, je sens un accompagnement de présence. C'est vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mélodie ascendante, j'ai envie de dire ascensionnelle, comme le voyage que je suis en train de faire à ce moment-là. Et juste avant ça, j'ai eu la sensation d'être retourné comme un gant. C'est-à-dire que quelqu'un me prenait jusqu'au bout des orteils et me retournait comme un gant. Et là, je voyais mon corps en bas de moi. Et puis, après cet instant qui est brutal, qui est un choc, mais qui n'est pas aussi douloureuse que ce que j'ai pu vivre dans d'autres moments, là, je sens vraiment l'extase arriver, et je dis oui, ok, là, si c'est ça, moi, je quitte l'incarnation. Je n'en peux plus. Ok. Et cette ascension se produit avec en même temps
un faisceau d'images, d'enseignements sur les chakras, sur les corps subtils, et également sur des moments de ma vie que je serais amené à réparer si je reviens sur Terre. Et aussi, il m'a donné aussi une pratique de soins. Ouais. Je dirais plutôt les bases d'une pratique de soins d'harmonisation énergétique sans le mode opératoire. Le mode opératoire, je l'ai retrouvé après dans mes années de convalescence. Et cette ascension, en fait, elle s'arrête brutalement. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir rencontré des personnes, d'avoir eu des contacts avec... je sais pas, des personnes disparues, des personnes que vous connaissiez, de votre famille, amis, ou je sais pas. Non, alors c'est vrai que c'est fréquent dans les NDE, mais moi j'ai pas souvenir de ça. J'ai d'autres occurrences fréquentes dans les NDE, notamment celle-ci, celle du cylindre de lumière. Ouais. Et j'en passe. On peut y revenir si vous voulez. Oui. Alors ça s'est arrêté. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Alors là, pour moi, vraiment clairement, il y a là aussi intervention de la Providence. C'est-à-dire que je sentais un questionnement extrêmement intime qui m'était fait, très fin, très subtil. Et plus je me levais dans le cylindre de lumière, plus... C'est une traduction que je fais. De la même manière que mon livre, c'est une traduction de l'essentiel d'une expérience. Mais il aurait pu faire 1500 pages. Je me doute. Mais je me serais perdu, sûrement, même à l'intérieur. Et c'est-à-dire, le questionnement, c'est... Est-ce que tu désires vraiment quitter cette incarnation? Et quand je répète, je dis oui, il y a un instant, en une fraction de seconde, je sens une herse de feu qui descend à travers moi. Et là, pour le coup, je sens à nouveau très très bien mon corps. Au point que je sens mes cellules en ébullition. Mes cellules qui dialoguent, qui sont dans l'urgence, qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train de flamber. Je sentais que j'étais en train de brûler comme au cœur d'un immense brasier. Et dans ce brasier, j'entends non. Un non, comme une herse, d'ailleurs, comme une barrière qui me dit non. Et à ce moment-là, j'ai une série d'images. Et notamment une image d'Anubis, vous savez, ce dieu égyptien qui préside à un moment donné au passage des âmes pour la pesée des âmes, et qui, lui, ne m'a pas laissé passer non plus, effectivement. Sinon, je ne serais pas là. Je l'ai vu de l'autre côté d'un fleuve qui me fait penser maintenant au Nil. Et il me regardait calmement, mais effectivement, j'ai été là, j'ai eu une espèce de voyage à reculons, et je suis retourné dans des visions, dans des... La chronologie, en fait, elle est plus par rapport à quand je reviens sur Terre et que j'engage toute une démarche de guérison pour comprendre et tout ce qui m'est arrivé et redevenir un père fiable. Mais la chronologie dans le coma, il n'y en a pas. Puisque effectivement, il y a ce croisement entre des expériences sensorielles que je vivais dans ma chambre ou dans le SAMU, mais il y a aussi des zones de non-temps. Voilà. Alors, selon vous, ce non, il venait d'où? Il venait de quelqu'un d'extérieur à vous, ou il venait de... Parce que souvent, les personnes nous disent, il venait de mon âme. Moi, je pourrais pas préciser, mais pourquoi pas? Ou alors c'est mon âme qui a entendu un nom providentiel, comme une instance divine ou angélique, qui appelait à formuler des messages pour l'âme qui, à ce moment-là, est dans un passage étroit, intermédiaire. L'âme elle-même, je pense pas, mais je peux tout à fait me tromper. En tout cas, l'âme elle-même, mon âme à ce moment-là, elle ça mériterait de développer ce que c'est que l'âme, éventuellement, mais l'âme, dans ce cas-là, elle est réceptive. Elle a reçu cette empreinte, ce message, et le nom, pour moi, il est providentiel. Enfin, c'est un des noms de Dieu. C'est un des noms au propre et au figuré, c'est non, mais c'est aussi un de ses noms qui m'a dit non, qui m'a dit son nom. Voilà. Le nom, là, tu retournes dans l'incarnation. Il voit, avec ce message aussi, que je traduis, mais la vibration, c'était, vois ce qui te reste, regarde ce qui te reste, tout ce qui te reste à accomplir dans cette vie. Alors, selon vous, est-ce que la vie continue? Parce que c'est la question que tout le monde nous pose. Tous ceux qui n'ont pas vécu l'expérience, en tout cas. Selon vous, selon votre expérience, est-ce que vous pouvez dire que la vie continue? En fait, la vie, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, c'est une continuité. De la même manière que je dirais,
exactement de la même manière que la conscience. Et de plus en plus de neurologues, dont certains que j'ai été amené à rencontrer, commencent à reconnaître, attention, que la conscience, elle n'est pas produite par le cerveau. Exactement. Alors, on a l'habitude, parce qu'on a plein d'intervenants qui viennent ici, notamment le docteur Jean-Jacques Charbonnier. C'est vraiment pour moi une conviction profonde. Oui. C'est un vécu. C'est-à-dire on fait du rangement avec le cerveau. On produit de l'imagination et on historicise, par exemple. On organise tout ça. Mais c'est aussi une antenne formidable, absolument formidable. Sinon, comment expliquer, par exemple, que je sois allé, j'ai vécu ce rêve prémonitoire au Canada, alors que mon corps était bien dans une chambre à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bien sûr. Et ce n'est pas une hallucination, puisque j'ai pu vérifier les décors, les personnages de mon rêve, avec des personnes qui existent bien et qui vivent en région parisienne. Ouais, c'était pas un rêve, finalement. C'était pas un rêve. En fonction de ma culture, moi j'ai fini par appeler ça un rêve prémonitoire. Bien sûr. Et oui, la vie c'est une continuité. Et j'ai même, dans les enseignements que j'ai reçus, ça m'a permis de me soigner, d'être mon propre clinicien pendant quelques années. Et j'aime beaucoup ce mot clinicien, puisque ça veut dire, la clinique, c'est les renseignements qu'on recueille au chevet d'un patient. Donc je me suis mis à mon propre chevet, puisque j'avais pas d'autre choix. Et je sentais qu'il y avait du sens aussi qui émergeait sans arrêt de ça. Et là, j'ai compris qu'effectivement, j'ai senti qu'il y a une continuité de la vie et de l'expérience de la conscience. Seulement après, quelle expérience et comment j'imprime ça? Et là, je me suis référé à des enseignements que j'ai reçus, je dirais, aux environs de Shambhala. Vous savez, ce royaume qui est défini... J'ai fait une émission sur Shambhala. Pardon? J'ai fait une émission, j'ai fait un sujet sur Shambhala. Formidable. Et où justement cette continuité en fait elle est vécue dans la conscience et pas comme individu conscient, mais comme être faisant partie d'un tout qui expérimente tout ou partie d'ailleurs de la conscience universelle. Alors à travers l'expérience, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être angoissé ou d'avoir peur, ou bien au contraire, comme nous disent en principe les expérienceurs de NDE, d'être vraiment très très bien, quoi? C'est un va-et-vient. Ouais. Comme je vous disais, il y avait un va-et-vient d'expériences extrêmement brutales, associées aussi à ce que je vivais dans mon corps physique et dans mon psychisme, et de moments où, je dirais, où plus je me rapprochais de la limite, de la frontière, et plus je me sentais accueilli, accompagné, enveloppé d'amour, d'une force extraordinaire. Les mots me manquent encore, pourtant j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est-à-dire que je savais, je sentais que j'étais accompagné. Oui, en fait, finalement, c'est quand vous êtes arrivé dans le cylindre de lumière que tout s'est arrangé, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un temps hors du temps, à ce moment-là, où il m'a même proposé de goûter, par exemple, ça je l'évoque au début de ma bande dessinée, tiens, de quoi t'as envie? Quelque chose comme ça, comme un enfant qu'on amène chez le glacier, quoi. Et alors là, le glacier, c'était, j'avais envie de humer, de sentir, de ressentir tous les humus qu'il pouvait y avoir sur la Terre. Et alors là, il m'était donné champ libre. J'étais comme à la vitesse que je voulais. Je suis allé en Laponie, je suis allé dans les forêts amazoniennes, je suis allé dans les plaines de l'Ouest américain, je suis allé en Antarctique, et le plus profond possible que je pouvais. Et j'étais comme un nez comme ça, un hyper-nez. Et d'ailleurs, ça m'a amené à une hyper-naissance. C'est la première fois que j'ai cette image qui arrive. C'est ça. Je suis un hyper-nez du coma. Parce que je suis bien plus, grâce à cette expérience, bien plus heureux que je ne l'étais avant. Mathieu Blanchin, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceEvasion.com, FréquenceEvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours avec Mathieu Blanchin. Nous parlons d'expérience aux frontières de la mort de NDE. Quels sont les éléments que vous avez pu vérifier à votre retour? Vérifier dans quel sens? Par exemple, quand vous étiez sur le brancard, que vous avez entendu le personnel médical faire ses commentaires, est-ce que ce sont des éléments que vous avez pu vérifier, et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, par exemple,
prémonitoire. À un moment du coma, je suis dans la glace. Je me sens absolument glacé. Là, il y a... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la chimie de la taoïste et dans le bouddhisme aussi, on voit qu'il y a une science de la formation du corps humain et de sa dispersion après la mort. Et le froid, c'est un moment particulier dans cette dispersion. On est en train de perdre le feu. Là, mon inconscient, il habille la scène avec « je suis dans les Rocheuses ». C'est ce que je croyais que j'habillais. Mais en fait, j'étais vraiment dans les Rocheuses. Une partie de moi. Et c'est là où peuvent rentrer en jeu la compréhension des corps subtils, qui sont comme des enveloppes autour de nous, comme des poupées russes, qui servent à nous nourrir et à nous protéger dans une certaine mesure aussi. Et je me réveille dans les Rocheuses. Je sens que j'ai déjà vécu ça, au moment de l'expérience. Et en même temps, j'oublie au fur et à mesure que j'ai déjà vécu ça. J'oublie le chemin et pourtant je dois descendre dans la vallée. Je sais que j'ai 2 à 3 heures devant moi pour, depuis les plus hauts sommets des Rocheuses, descendre à travers des pierriers, des lacs sublimes qui reflètent le ciel dans son entièreté. Et puis, je suis tout nu. Je continue à descendre, je descends. Et je sens qu'il y va de ma vie, de ma survie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le sentiment d'une identité, en tout cas, elle est très circonscrite. J'ai pas le souvenir des autres moments du coma, ni des autres moments de ma vie. Je suis totalement Mathieu, dans les Rocheuses, tout nu, projeté là comme un extraterrestre, et avec juste comme signal que je dois descendre absolument dans la vallée. Et là, après, je traverse une forêt, et je vous le dis, encore aujourd'hui, je pourrais vous décrire absolument chaque arbre que j'ai touché, auquel je me suis accroché pour pouvoir descendre la pente raide, chaque ronce qui m'a déchiré les mollets, chaque changement dans la luminosité, le petit coup de vent qui fait aussi que les feuilles tremblent, le son, et là j'entends un tambour, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je m'en approche légèrement, et puis ça y est, je dois continuer à descendre, à dévaler la pente. Et avec un rythme, ça fait battre mon cœur, et je sens que je me dis, là je suis en territoire amérindien, je sais pas où, je sais pas ce qui se passe, je dois continuer à descendre. Et là j'arrive devant une route, vous savez ces routes qui traversent le Canada du nord-américain, comme ça, une espèce de ligne de béton, de goudron comme ça, noir, qui traverse les forêts. Un camion un énorme truck qui véhicule des troncs d'arbres manque de me renverser, et je continue à traverser. Là j'arrive à une clairière, et là je me sens dans un état de fébrilité, d'excitation, pourvu que, et je sens qu'une femme doit arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est indispensable. Et c'est une jeune femme blonde qui arrive, qui s'approche de moi, qui vient par une espèce d'allée centrale d'un village amérindien, comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui. C'est à moitié un bidonville, avec des caravanes, avec des mobil-homes, des voitures à moitié démontées. Alors me direz-vous, me disent parfois certains suspicieux ou matérialistes, mais t'as déjà vu ce genre d'image. Voilà. Oui, bien sûr. Certes, j'ai déjà vu ce genre d'image. Mais donc je continue. Et là, la femme me dit, tu peux pas rencontrer mon père. C'est le medicine man de notre peuple. Il est en ce moment en retraite avec l'ours. Il est au cœur de la forêt. Mais tu le rencontreras sur un autre continent. Et là, le coma, j'ai envie de dire, les désastres du coma reprennent le dessus, et je me sens transformé en rocher, et je m'enfonce dans les profondeurs de la terre. Cette histoire-là, je l'ai gardée pour moi pendant quelques années. Et puis quand, après 5-6 ans de convalescence, je continuais plutôt à chercher tous les moyens possibles pour ma guérison intime, je parle à un ami psychanalyste de cette séquence qui me dit, je connais cet endroit. C'est là d'où vient Tuamini Rankin, cet Amérindien que je fais venir chaque année pour des enseignements à l'humour et à la spiritualité algonquine, et qui fait des sweat lodges. Mais t'es pas tenté de venir faire vivre une loge de purification? Et là je lui dis, si, je suis très tenté, j'ai toujours été passionné depuis l'enfance par les Amérindiens. Mais j'ai peur de ne pas être assez fort encore, de ne pas être assez robuste. Et là, il me répond,
mais il n'y a que lui qui pourra te dire si tu es assez robuste ou pas. Et voilà comment a commencé cette aventure d'un enseignement au fil des années, reçu par cet homme qui a d'ailleurs écrit un livre magnifique qui s'appelle « On nous appelait les sauvages » de Dominique Rankin, avec sa compagne, Marie-Jo Tardif. Et là, en fait, en discutant avec Bruno Clavier, donc cet ami psychanalyste, tout ce que j'avais vu dans ce voyage, ce que j'appelais un voyage, eh bien, a été... il a vérifié, c'est un endroit où il va plusieurs fois par an, où il a vu même... il a eu le privilège de voir un bison blanc, ce qui est un grand événement chez les Amérindiens, la naissance d'un bison blanc. Justement, ça me fait penser au chamanisme. Nous avons fait beaucoup d'émissions, plusieurs émissions sur le chamanisme. Formidable. On est en plein dedans, là. Oui, formidable. Bah oui, parce que c'est ça que j'ai vécu. Ça a été une des étapes. Ouais. Est-ce que, quand vous étiez dans cet état, vous aviez l'impression que c'était beaucoup plus puissant que ce que l'on vit là en ce moment dans notre corps physique? Qu'est-ce qui était beaucoup plus puissant? L'expérience, c'est-à-dire tout ce que vous nous avez décrit, cette forêt, ce passage. Oui, absolument tout, de A à Z, s'est produit dans une hyper sensorialité, c'est-à-dire une expansion des sens. Donc on a l'impression que quand on est justement à l'extérieur de notre corps, on ne dépend plus du cerveau, tout devient beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Je pense que le cerveau, quand même, il a un rôle à ce moment-là. On dépend plus de certaines facultés, notamment celle du moi qui veut tout contrôler. Oui, c'est ça, oui. Essentiellement ça, pour moi. L'image qui me vient, c'est comme dans les rêves, finalement. Il peut y avoir des expériences de l'ordre d'une connaissance véritable dans les rêves, ou dans certaines étapes de la sexualité, ou dans le yoga, etc. Il n'est pas nécessaire d'aller dans le coma. Oui, bien sûr, bien entendu. Ouais. Il y a d'autres manières sur Terre de plus être assujettis par finalement nos croyances, que tout à fait. Par le corps et la tête. Mais ça, c'est dans notre civilisation, c'est très récent, ça. C'est très récent, c'est Descartes et compagnie. Vous nous racontez votre retour difficile, à travers donc cette BD. Oui. C'était très difficile, ce retour à la vie normale, entre guillemets. Oui, parce que j'étais en morceaux et je ne savais pas ce que c'était que ces morceaux. J'avais plus de vision d'ensemble. Même ma vision et mon désir d'être père, j'étais heureux d'être le papa d'une petite fille de 2 ans, parce que le coma, j'y suis plongé le jour des 2 ans de notre fille. Et ben ça, redevenir un père qui pouvait suggérer des vêtements à sa fille pour aller à l'école, etc. Ça a mis des années. C'est-à-dire 2002, 2003, 2004, j'étais la plupart du temps alité. J'ai recommencé à dessiner très progressivement, j'avais plus le désir de dessin. J'ai fait d'autres choses, d'ailleurs ça a été une occasion de m'offrir aussi une espèce de friche comme ça. Parce que ce que j'ai aussi compris, heureusement, c'est que c'est pas en luttant que je guérirais, c'est en accueillant absolument tout ce qui m'arrivait dans chaque détail. Et j'ai eu envie de reprendre des cours de piano, j'ai pris des cours de piano. J'ai aussi passé du temps, beaucoup de temps à méditer. C'est ce que l'on doit faire sur Terre finalement. Ce que l'on doit, je sais pas si l'on doit, en tout cas, pour moi-même, j'ai senti que j'avais le droit. C'était peut-être ce droit-là, comme jamais je n'avais jamais bénéficié dans cette confiance-là, de me faire du bien pour à nouveau, justement, encore une fois, revenir dans le monde et même faire du bien à mes proches et éventuellement à mes patients, puisque aujourd'hui j'ai une activité qui est devenue thérapeutique pour les autres. Mais ce qu'on doit faire sur Terre, moi je dirais avant tout ce qu'on doit, si je dis un truc, parce que moi je suis pas un militant qui défile dans les rues. Il y a chacun sa manière. Je juge pas ces personnes-là, c'est juste que moi je suis extrêmement mal à l'aise depuis toujours dans ce genre de contexte. En revanche, dans un tête-à-tête, dans un moment intime, j'accompagne bien volontiers les personnes à essayer de se faire du bien pour partager leur propre bien-être avec eux-mêmes, ce qui est pas si fréquent dans une vie tiraillée comme on peut l'avoir en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Et puis commencer à envisager de partager la Terre, qui est déjà un paradis, c'est vrai. qui est déjà potentiellement un paradis. Simplement, il n'est pas à posséder pour quelques-uns. Est-ce que vous faites partager votre expérience à travers des conférences, par exemple? Oui, et j'espérais ça. Parce que mon livre, c'est un pied à l'étrier, j'ai envie de dire, mais j'ai beaucoup à développer, plus important que le livre lui-même, je dirais. C'est-à-dire une présence. Ce que je vis depuis le coma, c'est une présence
Alors, comment réagissent-ils les gens dans les conférences? Eh ben, je dirais, dans tous les publics, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui sont curieux, intéressés d'avance et qui sont heureux de me poser des questions. Et puis, il y a les suspicieux, les sceptiques. Voilà. Entre les deux, il y a toute la gamme. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez eu l'envie justement de rencontrer des personnes qui ont vécu l'expérience de NDE? Directement de NDE, non. Mais au contraire, même quand j'ai fait le livre, je vais vous dire, j'en avais lu avant. C'est curieux. J'avais lu à 18 ans, d'ailleurs, je suis allé le remercier parce que c'est un des livres qui m'est revenu en mémoire quand je me suis réveillé du coma. C'est de Patrice Van Hersel, La Source Noire. La Source Noire, oui, tout à fait. J'avais lu à l'âge de 18 ans. Et ce livre-là m'est revenu dans les heures de mon réveil du coma. D'accord. Et un jour, il était présent à l'inauguration de l'INRES, où j'étais présent aussi grâce à Didier Dumas, qui était mon psychanalyste de l'époque. Et là, j'ai pu aller le remercier d'avoir écrit ce livre parce que je me le suis rappelé en me réveillant. Est-ce que vous avez justement des projets? Des projets? Oui, des projets de toutes sortes, d'écriture, de tout, hein, ça peut être n'importe quoi. Oui, j'en ai beaucoup, ouais. Par exemple? Je retravaille avec Christian Périssin, et avec qui j'avais fait ce portrait de Calamity Jane. Et là, cette fois-ci, sur un grand navigateur du XVIIIe siècle, dont je tairai le nom pour l'instant. Le livre avance, mais comme je travaille en couleur cette fois-ci, ça va être plusieurs années de travail. Et j'ai aussi un grand projet, puisque maintenant ça fait plusieurs années que je suis thérapeute, c'est que je trouve la vie des gens tellement magnifique d'efforts, de conscience, de traverser les difficultés, de traverser le monde humblement et de toutes nos forces, que je vais faire un livre sur les patients que je vais faire une synthèse de certains cas, je pense, et donner une bande dessinée un jour ça me permettra d'expliquer comment je soigne, ou plutôt comment je laisse la lumière me traverser pour amplifier la lumière de guérison comme je l'ai fait pour moi-même pendant des années, chez les patients qui désirent cette guérison-là aussi, ou en tout cas co-créer la guérison, parce qu'on n'est jamais tout seul. Ça, c'est un de mes grands projets. Et j'en ai encore d'autres, pour l'instant, qui ne sont pas encore sur les rails. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, ce que l'on vit, surtout dans cette époque assez perturbée, plus que perturbée même. Oui. C'est quand même pas chose aisée. Bien sûr, et en même temps, c'est comme à un niveau individuel microcosmique, c'est la même chose au niveau macrocosmique. Ce qui se passe, c'est derrière une grande épreuve, c'est toujours l'occasion d'une grande libération. Seulement, la difficulté, c'est d'atteindre la responsabilité de cette transformation. C'est pas en se laissant porter par un groupe, un mouvement, un gourou ou tout à fait. un système de pensée, quel qu'il soit, qu'on va s'en sortir. C'est en descendant dans le cœur. C'est individuellement, C'est individuellement et en descendant dans le cœur. Tout à fait. Il y a des humains, ils vont pouvoir vous répondre, non, c'est pas vrai, c'est pas l'amour que je cherche. Et moi, je vous le dis, tous les humains cherchent l'amour. Ah bah oui, c'est universel. Bien entendu. On ne sait pas à quel point. Souvent, on ne sait pas à quel point. Et on ne sait pas à quelle force non plus. Quelle force inouïe on a. On a au cœur de ça, c'est le cas de le dire. Oui, parce que c'est l'amour, c'est la base de tout. De toute façon, on est là pour ça. Je pense qu'on est là pour ça, pour apprendre à aimer vraiment. Je pense qu'on est sur Terre pour ça. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui se posent la question, est-ce que la vie continue après la mort du corps physique? Le minimum que je puisse, même pour les plus sceptiques, ce que je pourrais dire, que j'expérimente même si je n'avais pas été dans le coma, c'est que la vie, c'est une occasion d'apprentissage. Et pas seulement des apprentissages factuels, bien sûr. Des manières, ça propose la vie à travers les confrontations, qu'elles soient plus ou moins brutales et plus ou moins heureuses aussi. C'est toujours une confrontation, même découvrir un champ de fleurs en pleine montagne, alors ça fait des heures qu'on marche, et puis tout coup, il y a un champ de crocus extraordinaire. C'est aussi le choc de la beauté, le choc du merveilleux. Bien sûr que la vie continue. On y croit tellement qu'on laisse venir au monde nos enfants. Et le plus souvent, inconsciemment, on les laisse venir à travers le jeu de la génération. Et donc, bien sûr que la vie continue. Moi, parce que ça pourrait paraître magique que le coma, ça m'a amené la vie heureuse. Moi, ça n'a pas été le cas. Ce qui m'a amené la vie heureuse, c'est de plonger au cœur de cette expérience-là pour comprendre ce qui m'est arrivé et me
jamais je me suis aimé auparavant. En accueillant justement toutes les ombres, ça aussi c'est très important que je l'évoque. C'est que oui, j'ai traversé l'ombre, oui, j'ai traversé. Et je la traverse encore, c'est-à-dire je traverse des aspects de la personnalité humaine que je peux encore être, qui sont obscurs, qui sont... Mais maintenant, je ne peux plus reculer, c'est-à-dire que je connais tellement les bénéfices inimaginables, c'est-à-dire je connais tellement les potentiels de bénéfices inimaginables que je continue ce travail sur moi-même. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site où on peut... Oui, en fait, j'ai même pas l'adresse du site, mais parce qu'il y a des personnes qui font ça pour moi très sympathiquement. Oui. Si vous tapez Mathieu Blanchin sur Internet, vous arrivez très vite sur mon site, que je suis en train de réactualiser. Et il y a beaucoup de données sur mon passé d'illustrateur, de dessinateur, sur mes interviews, etc. D'accord. Mathieu Blanchin, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi. À très bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. Fréquence Évasion.